à toutes et tous, je suis Estelle Motion, journaliste au service économie de Jeune Afrique, où je couvre les sujets agribusiness. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette table ronde qui est consacrée à un concept qui émerge sur le continent, les zones de transformation agricole. On en compte une dizaine en Afrique, en activité ou en développement, notamment au Gabon, au Togo et au Nigeria. Ces zones doivent permettre de résoudre nombre de problèmes du secteur agricole en encourageant la création de valeur et l'émergence d'une industrie agroalimentaire localement. La question clé, c'est à quelles conditions ces zones peuvent-elles changer la donne ? Pour en débattre, nous avons convié 5 panélistes que je vous présente tout de suite. Madame Rita Zniber, qui est la PDG du groupe agroalimentaire marocain Diana Holding. I will switch to English in order to introduce Gagan Gupta, the Chief Executive Officer of Arise, an industrial and agribusiness ecosystem developer, known for several special economic zones in Africa. Retour en français pour présenter Mohamed Jamali, le CEO de OCP Africa, qui est la filiale Afrique subsaharienne du géant marocain des engrais OCP. Nous aurons aussi sur la scène Sébastien Favier, qui est co-CEO de Air Logistique. C'est une filiale du groupe de Monaco Resources, qui est spécialisée dans les solutions logistiques et technologiques pour la gestion des ressources naturelles, notamment agricoles. Finally, English too for Ikena Nwezi, CEO of Relief, a startup using hardware innovation in order to boost oil palm transformation and commercialization in Nigeria. Avant de débattre, je vais passer la parole à l'experte qui va nous accompagner sur cette table ronde, Atsuko Toda, Director at the African Development Group. Please, Atsuko, come and take my place. Thank you so much, Estelle, and thank you very much, everybody. It's such an honor to be in front of many practitioners, business people, and people who really know what is happening on the ground. So I'm really, really happy, and really the panelists, the speakers you have today are tremendous. So really look forward to that. So today, my short presentation is, can the new wave of special agro-processing zones be a game changer? So if we look at the slide on the left, it's just to show you what Africa exports vis-a-vis what Africa imports. Primary exports in Africa include fruits, vegetables, nuts, primarily from Morocco, Egypt, South Africa, flowers from Kenya, seafood and fish from Morocco, cocoa from Côte d'Ivoire and Ghana, and coffee and tea from East Africa. Africa exports unprocessed goods, and Africa imports food staples, wheat and maize, an integral part of what Africa needs to eat. Total imports total roughly USD 75 billion, which signals an inherent market demand for these products. The COVID crisis and Russia-Ukraine crisis has prompted a surge in commodity prices, as you are all experiencing. And this is a huge setback for recovery for many African food importing countries. As you can see on the map, where it is purple and red, these are the countries where domestic consumer food price inflation has increased the most. Food inflation threatens everybody, but it threatens the most vulnerable population in all countries. However, as was noted in the beginning yesterday, at yesterday's opening, this sense of urgency, i.e. the need to make food or keep food affordable, is an opportunity to make Africa competitive in production and agro-processing, both the user and suppliers of goods and services. Regional integration and participation in global and regional value chains is critical.
A number of you have seen the very positive scenarios when it comes to African food markets. By 2050, there will be 2.5 billion people who need food living on the continent, a growing middle class, urbanization, evolving dietary preferences. The total food market value today is roughly about 300 billion US dollars. The food market value by 2030 is projected about 1 trillion. As the population and middle class increases, the demand for processed food will increase by 60% beyond today's levels. And that demand for high-value foods, for processed foods, including meat and dairy, will increase 3 to 6-fold. As compared to other regions in the world, the African region will be the main growth market as purchasing power improves. On the right side, as it says in the slide, in 2017, intra-African trade, food trade, was at about 10 billion. Today, it is growing to over 30 billion. So growth in intra-African food trade will be accelerated with the African Continental Free Trade Agreement. So this is another massive opportunity. And we see that African food supply chains are responding to these emerging trends of increased share of processed foods in intra-African trade. Now let us look at the route to market. When you compare African food markets with global food market trends, on the demand side, i.e. on the consumer side, there has been a change in retail and wholesale structures in many, many markets. So when you compare that to the supply side, you see a jump in the number and volume of supplying countries and also companies. The nature of products has become differentiated into a number of mass commodities and then some niche commodities. And this is how the global food market has been moving. And in countries of Latin America, in countries of Asia, there has been large investment in infrastructure and improvements in shipping and packaging, greatly reducing transport costs, even though we know that logistics has increased recently. Many African countries, those same investments have not yet happened. So the challenges to be really competitive for African countries and integrate includes low productivity in the primary agricultural sector, the low level of industrial infrastructure, the high cost of logistics, and the enabling environment by governments. There is a need to invest in end-to-end solutions, making Africa more competitive. These investments must be concentrated and targeted in the most promising geographies and supply chains. Throughout the continent today, countries, governments are choosing to establish special agro-industrial processing zones to accelerate Africa's agro-industrialization. So my final slide, as can be seen, is about special agro-industrial processing zones. They are just that type of integrated solution, bringing together the ecosystem from production, processing, distribution, marketing, infrastructure, policy, and institutional coordination. The government is the largest economic agent, and there must be deliberate systemic efforts to play its role as a catalyst for the private sector by enabling legislation, policies, provision of vital infrastructure facilities to catalyze investment by the private sector. For the last 4 years, the African Development Bank has been supporting governments in these agro-processing zones, and we've learned a number of lessons, which include, on the left, strategic location is absolutely critical. Economic corridors, access to market, to evacuate product. The differentiation on these zones, in these zones, between the on-site infrastructure, which give returns, and the off-site infrastructure, which are public. The need to ensure supply chain management, because production and productivity is low. There needs to be supply in these zones for companies to invest, because companies cannot operate at 25 to 30% capacity. The need for large companies and anchor tenants from the very beginning to show what they are interested in. The need for financing facilities for SMEs. Africa's economy is made of SMEs, and there are a number of local companies, but they need financing even in this special agro-industrial processing zone.
Private sector zone operation is absolutely critical, and we need governments to understand the role of private sector developers. The land and resettlement issues must be taken care of upfront. And finally, just to say that there is a worldwide trend towards greening special agro-industrial processing zones, which is absolutely critical in the context of climate change, renewable energy, and there are so many opportunities that we can take care of together. I'd just like to say and leave you with a number of questions to the esteemed panelists. You have the best speakers coming up, and really, Estelle, I think with your capacity, we will bring out the best of the speakers to really see what we can do jointly and collectively for action on the African continent to accelerate the agricultural transformation. Thank you so much. Thank you very much, Atsuto Toda, for this great introduction. I will ask the panelists to come on stage, please. Venez me rejoindre, s'il vous plaît, les speakers, et nous allons lancer la discussion. Ça doit être OK, parfait. Parfait. Donc, avant de commencer sur une des premières questions qui se posent sur ces zones de transformation agricole, c'est quelle culture on choisit d'y produire, quelle culture on choisit de mettre en avant, culture pour l'export ou culture pour la consommation locale. So in order to initiate the discussion, I will ask Gagan Gupta to the first question, if he agrees. In order to be successful for this special agro transformation zone, do they have to focus on export crops, in your opinion? I think for an agro-processing zone to be successful, we have to be very clear as to what we want to do there. And typically, the agro-processing zone can be focused both on export as well as domestic. But when you build for export, then you basically, for example, if you're building a cashew processing focus zone, or you're building a soya processing focus zone, or a cotton processing zone, you need to keep in mind that you're going to compete on a global scale, which means that all the infrastructure that you're going to build for that crop is actually available there. So typically, a agro-processing zone, you'll have both export as well as domestic. But on domestic, you will again have products which are going to add value to it. For example, it can be animal feed, it can be further processing for tomato puree. However, typically your domestic processing area will be much lesser because you're just catering to domestic need versus export area, which is really meant towards exporting the entire product out. So it'll cater to both, depending on what crop the country produces. And maybe Ikena Nwezi, if you are focusing on oil palm for local consumption in Nigeria, would you explain us what was the rationale in choosing oil palm in order to launch your startup? Sure. Hi, everyone, and good morning. We basically got into the oil palm sector by trying out a lot of different value chains. So we read a book about agriculture and chose 8 different commodities that we found to be interesting. And we basically went out and worked with traders to trade those commodities and learn about the intricacies of those products. And so our deal with the traders was that we would bring the money for the deal to buy the crop, pay for the logistics, and sell it to a factory. And if we made profit on the deal, we would split the profit 50-50. If we made a loss on the deal, then our company would take the entire loss. But there was only one caveat, and it was that we, like myself and my co-founder, got to follow the deals from the farm to that factory. So we were able to understand the intricacies of the value chain, where the issues existed, et cetera, et cetera. And in the oil palm value chain, we saw a commodity that had a lot of domestic demand. So in Nigeria, you have a $3 billion vegetable oil market. You have about twice the demand versus supply. And you're not allowed to import vegetable oil into Nigeria. And so it creates a market where there's really, really strong demand. But then on the supply side of the market, we saw that smallholder farmers were engaged in very rudimentary processes that damaged the quality of the vegetable oil that was then demanded by the other factories. And so when we saw that opportunity, kind of a mix of a very strong demand market
that was persistent, coupled with a supply market that had technological challenges that could be fixed. It was like a eureka moment for our company, and we decided to invest in the value chain. Ok, thanks. Sébastien, Favier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette idée d'une nécessité d'un équilibre entre les deux types de culture, ou un autre point si vous souhaitez réagir? Non, je crois que si la question c'est est-ce qu'on se concentre uniquement... Vous m'entendez? Si la question c'est est-ce qu'on se concentre uniquement sur l'export ou sur l'import sur ces zones, je crois qu'on vient d'avoir les réponses. L'export pour l'instant ça marche, mais on est plutôt sur des matières premières brutes. Donc ces zones elles doivent permettre de faire cette transformation, mais elles ne seront des succès que si elles répondent aux deux besoins, à l'export et la demande domestique. Le Nigeria est un marché un peu à part parce qu'il y a énormément de consommateurs locaux. Donc dans les pays avec une population un peu plus faible, il faudra très certainement, et Madame Toda le disait, avoir une intégration régionale plus poussée pour que les investissements consentis dans l'agro-business, l'industrialisation du process soient un succès. Pour peut-être revenir sur le cas des cultures d'export, Rita Zniber, peut-être vous voulez nous partager votre expérience là-dessus, si on se lance sur la culture pour l'export. Voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Quelles peuvent être les difficultés? Voilà. Alors, je vais vous donner un avis qui est le nôtre, partagé au sein du groupe. C'est qu'il faut à la fois identifier les marchés rémunérateurs, trouver les moyens d'y accéder. Et c'est un problème d'ailleurs que nous vivons aujourd'hui, parce que vous savez très bien que le problème de logistique aujourd'hui, on réduit notre capacité à exporter dans de bonnes conditions. Donc nous sommes dans la résilience pour je pense, encore quelques temps. Si on parle d'assurer la sécurité alimentaire, il est bien évident qu'il faut produire ce que nous consommons. Comme denrées de base, comme produits de base. Donc je pense que c'est valable un petit peu pour tous les pays et pas seulement pour le Maroc. Monsieur Jamaldi, je vous passe la parole. Que ce soit culture d'export ou culture locale, la question des intrants, des engrais est clé. Quelle bonne pratique ou quelle recette on peut partager et qui serait utile à ces zones de transformation agricole sur ce sujet-là? Merci Estelle. En tout cas, l'approche que nous préconisons pour le supply des engrais en Afrique est une approche consistant à développer des plateformes industrielles de production d'engrais localement. L'enjeu, l'Afrique doit produire ses propres intrants agricoles, doit produire ses propres engrais. L'enjeu n'est pas juste économique pour pouvoir avoir le contrôle sur le coût logistique et le coût de production, mais il est aussi en termes de customisation. L'idée, c'est de pouvoir produire localement des engrais qui sont adaptés à notre sol, à nos cultures, à nos zones agroécologiques différentes sur le continent africain. Alors bien entendu, ces plateformes industrielles de production d'engrais doivent être adossées à des unités de mélange locales pour qu'on puisse développer des formules adaptées. Aujourd'hui, OCEP Africa développe une dizaine d'unités de blend dans différents pays où nous opérons. Et bien entendu, ce maillage logistique doit être complété. Madame Zniber fait allusion à cet aspect logistique, doit être adossé à des plateformes logistiques au niveau central, pas loin des ports, au niveau régional, pas loin des zones de consommation. Le tout aussi doit être aussi adossé à un dispositif last mile pour qu'on puisse servir le fermier africain juste dans les zones assez éloignées. Maintenant, cette supply chain, pour qu'on puisse la rendre efficiente, il faut qu'on cherche une synergie entre ce flux des agri-inputs avec le flux agri-business, d'où l'intérêt de ces agro-processing zones, sujet de ce débat. Je vais terminer, Estelle, par dire un point important. Le fermier africain aujourd'hui, supposons qu'on met en place à sa disposition les intrants à temps, supposons qu'il dispose des bonnes pratiques de gestion de l'acidité de son sol, de gestion de salinité de son sol, gestion de l'eau. Il va falloir assurer quand même qu'on l'accompagne dans l'écoulement de sa production. Et il va falloir assurer ce off-take qu'on va assurer au bout de la chaîne. Et c'est pourquoi ces zones viennent au bon timing pour ce faire.
Pour avancer sur la question de ces zones et de leur gestion, de leur localisation et de la gouvernance autour de ces zones, il y a un des points qui a été mentionné par Atsuko, c'est la localisation. So how the localization of these zones are really key in the success. Maybe Ikena, you told me that localization is key. So what is a good localization and how you do it? How you choose it? Yeah, definitely. So at Relief, we develop geospatial technology. It's called our factory positioning system. And the focus of that technology is to basically understand where is supply in this market, where are the proper road networks, where will you be able to source local parts, and then where are the customers in which these products will go to. And so we locate our nutcrackers, which is basically what we developed, in those locations using geospatial technology. So we're also able to understand some yield characteristics of the crops as well. So not just necessarily is there a crop here, but is it a high producing crop? Is it the correct variety, et cetera, et cetera? And so I think that all of us have an opportunity to kind of be industry cartographers. There's a lot that needs to be built. And in many ways, we're starting with a semi-blank slate. And so there's an opportunity to really use mapping technologies and GIS to understand the right place to position these assets so that they can be fully utilized. Because capacity utilization, as Atsuko mentioned, is a real issue that we have in agro-processing. And so we need to continue to learn from previous deployments and better localize processing capacity to where production is, but still in position to service the demand. Thank you. Sur le point de cette gouvernance, Sébastien Favier, je voulais vous demander, les zones c'est bien, il faut la bonne localisation, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi un environnement qui permette de les booster. Oui, tout à fait. On parle d'investissements qui sont conséquents. Les montants sont assez importants. Donc, comme dans à peu près tous les investissements en infrastructure, il faut avoir une stabilité. Je crois que c'est l'élément le plus important quand on décide d'un investissement de long terme. Donc un cadre macroéconomique sain, donc la fiscalité liée à ces plateformes, c'est un élément important, mais c'est vraiment que le dernier maillon de la chaîne qui doit permettre de faire que ces investissements soient complètement rentables, parce que quand on investit dans ces sujets-là, on investit sur 30 ou 40 ans minimum. Donc c'est vraiment très important d'avoir un cadre sain, comme je disais, juridiquement parlant. Peut-être sur la question plus précise de la fiscalité, si on veut développer ce type de zone, Madame Snibder, est-ce que vous voulez intervenir là-dessus, sur comment on convainc les investisseurs d'y aller ou comment on les aide et des conseils sur la fiscalité qu'il faudrait apporter? Alors moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Les zones type agropole, zones destinées à l'industrialisation de la production agricole, qui demandent des investissements très lourds. Et là, je pense qu'effectivement, il y a une réflexion autour de la fiscalité. Maintenant, c'est un faux sujet s'il s'agit des agriculteurs, parce qu'il y a d'autres moyens d'inciter les agriculteurs à mieux produire, à plus produire, et d'inciter les investisseurs dans le cadre de l'agriculture à se lancer dans des projets dont on sait que le retour sur investissement est quand même très long. Donc l'État pourrait investir de façon différente sur les plateformes, sur le marketing, sur l'aide à l'exportation, sur la construction de plateformes de plateformes de logistique, avec toute la logistique de froid, de gestion des produits exportés dans tous les pays de destination. C'est-à-dire, dans notre cas, avoir une plateforme logistique dans différents pays où nous sommes exportateurs. Cette année, on a connu de très graves problèmes aux États-Unis où nous n'avions pas une plateforme dédiée, où à cause des problèmes de transport,
la durée de vie de nos produits n'a pas été respectée. Et on a eu énormément de mal à gérer sur place. On a perdu, on peut dire, 25% de notre marché. Maybe Gagan Gupta, if you want to add up something on this question, to go back on the fiscality. Also, if we go back on this, the case of this zone, what would be a good tax and regulatory framework, and how do we make sure that both state and private sector benefits from these zones? So I think a lot of times we think the agro-processing zones have to be fiscal heavens. That should not be the case. Because end of the day, today we have to realize most countries in Africa make money by exporting raw products. And if you build something around fiscal incentives, it is not in the interest of the government. So what you have to build is something that is ultimately going to bring more taxes to the government than it was doing before. And how do you really do that is you basically move away because, I mean, simple example, if you're exporting a raw cashew or a raw cotton, you're getting probably $1 a ton, $1 a kg. And when you move to finished product, you're getting probably $10 a kg. So it's question of, you reduce the percentage of tax and you move it to the finished product value. So you still get the more tax as a government rather than zero tax. So a lot of time people confuse between lower taxation versus zero taxation. So we are a big promoter that any industrial zone or agri-processing zone actually should increase overall tax revenue for the government, while the tax percentage can come down, but the overall tax collection should go up for the government. Otherwise, it does not make sense. Why should a government, ban or why should government promote local exports, local processing if it's not going to increase taxes? So I think fiscal regime has to be something that encourages investment, but also overall increases tax revenue for the government. And also, I think just added to what he said in terms of the site selection, I think 4 or 5 things we need to keep in mind is that what is the cost competitiveness of the location? And that comes from, where is the raw material coming from? Secondly, where is the manpower going to come from? Because you also need people to come for the transformation. Thirdly, where is your key components like energy, effluent treatment, waste treatment, where is that going to come from, and how do you connect to the outer system? I think fourthly, very importantly, is also, as he rightly said, where is going to be the logistics cost, both inwards and outwards, how do you handle that? And lastly, I think very important that you have some sort of mechanism whereby all the approval system from the government is going to be easy. Because, otherwise you can spend a lot of time going, back and forth. So, it has to be also from that perspective. So I think you need to keep all those in mind while selecting a location. Mohamed Jamali, sur la question, là, on a fait la question de la localisation. Il y avait un point que je voulais aussi aborder avec vous, c'est la place des petits producteurs, des producteurs dans la chaîne, entre le privé, l'État, et puis ces petits producteurs qui sont aussi du privé. Comment on s'assure qu'ils sont bien connectés à ces zones, qu'ils aient toute la place, voilà, une bonne pratique là-dessus. Il va sans dire que les petits fermiers sont au cœur de l'écosystème. Maintenant, pour illustrer mes propos, je vais donner 2-3 exemples de ce que l'équipe OCP met sur le terrain. Aujourd'hui, il y a un des flagship programmes de OCP, c'est des caravanes. Aujourd'hui, à date, au moment où je vous parle, il y a une quinzaine de caravanes qui sillonnent les pays africains. Et c'est des caravanes qu'on appelle aussi des OCP School Labs. C'est des caravanes aussi équipées en laboratoire mobile qui permettent de faire sur place, sur le terrain, des tests et des recommandations en temps réel aux fermiers par rapport au bon engrais à utiliser. Et bien entendu, ces caravanes apportent un package de formation, d'accompagnement des fermiers pour s'assurer qu'ils s'approprient les bonnes pratiques agricoles. Alors maintenant, un des programmes aussi majeurs que nous déployons, c'est le programme AgriBooster. Et c'est un programme qui mobilise tous les acteurs de l'écosystème. L'idée, on a fait le constat, ramener le bon engrais aux fermiers, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir s'assurer que le fermier dispose de la bonne semence, dispose du financement, de l'assurance, dispose de la mécanisation, des systèmes d'irrigation, qu'on puisse l'accompagner à mobiliser même un off-taker. Et on fait en sorte de mettre autour de la table tous ces acteurs et accompagner des filières spécifiques. Je rends hommage à l'équipe OCP Côte d'Ivoire, ici présente dans la salle, qui ont déployé dans la région de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, un programme sur la filière riz. On a lancé un programme sur 500 hectares de février à juin, et de juillet à septembre, un programme sur 2000 hectares.
Et le target et la finalité, c'est de tripler la production par l'accompagnement de 7500 riziculteurs et une quarantaine de coopératives par apporter les bons intrants, mais aussi tout le package de formation et la mobilisation des acteurs, les off-takers. Et on a réussi sur le projet pilote à tripler la production, passer de 1,2 tonnes à l'hectare à 3,8 à peu près, et de s'assurer aussi qu'on a mobilisé des acteurs au bout de la chaîne pour transformer en riz, blanchi, étiqueté, qui va un peu rentrer dans le marché de la distribution. Alors maintenant, on parle beaucoup de productivité, mais l'enjeu aussi, s'assurer de la qualité de la production, parce que pour pouvoir connecter ces filières aux chaînes de valeur mondiale, il va falloir s'assurer de produire une bonne qualité, et c'est de là tout ce package que nous offrons. Et c'est deux exemples concrets que nous déployons pour s'assurer que le petit fermier surtout, reste au cœur de la dynamique que nous lançons. Il y a une question qui se pose aussi, c'est la place de l'État ou la place des régulateurs. Est-ce que Sébastien Favier voulait intervenir là-dessus ou quelqu'un d'autre sur voilà, l'équilibre? On parle beaucoup de partenariat public-privé. Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose là-dessus? L'État joue son rôle notamment dans ces zones, puisque en général ce sont des PPP, donc l'État y a toute sa part. Maintenant, ces zones seront réellement des succès si effectivement on règle la multitude de problèmes que Mme Znibert, je dis bien, et M. Djamali ont mentionné. Maintenant, il reste toute la logistique. Quand M. Djamali tout à l'heure parlait du last mile, lui, il réfléchit en tant que fournisseur d'engrais, mais il ne faut pas oublier que ce last mile, c'est aussi le premier kilomètre pour le producteur. Quand il a fait sa production, il faut qu'il l'amène quelque part. À l'heure actuelle, vu la parcellisation des producteurs, cela veut dire que la plupart du temps, ça se fait encore à dos d'âne, charrette, et ainsi de suite. Et donc, on est sur les problèmes logistiques dont parlait Mme Znibert, et là, on pourra les régler qu'avec un programme encore assez ambitieux d'infrastructure pour pouvoir faire des collectes, stocker les produits avant transformation, stockés après transformation, et puis ensuite expédition, que ce soit à l'export ou pour que ce soit pour la consommation locale. Donc pour moi, les bailleurs de fonds et les pouvoirs publics doivent maintenant se concentrer pour que la transformation agricole soit une réussite sur ces sujets-là. Madame Zimmer, vous vouliez ajouter quelque chose? Ça marche? Oui. Monsieur Djamali, en fait, vous parlez de l'action de base des agrégateurs. Donc, mais vous vous arrêtez là. C'est-à-dire vous les accompagnez pour mieux produire, au moindre coût aussi. Mais maintenant, le rôle de l'agrégateur, c'est autre chose. Et en général, ce sont les grands agriculteurs qui se rapprochent de petits agriculteurs pour les intégrer dans la chaîne de valeur et qui les accompagnent du début jusqu'à la fin. Et je pense que là, l'État pourrait peut-être jouer un rôle en avançant des fonds à ces petits agriculteurs, parce qu'avant qu'ils puissent rentrer et vendre leur production, ils ont quand même des frais qu'en général, ils ne sont pas capables de gérer. Donc l'agrégation, je pense, est le meilleur moyen pour intégrer tous les petits agriculteurs. Le rôle de l'OCP est absolument extraordinaire. Et je constate que ce n'est pas seulement au Maroc, mais aussi ailleurs. Parce que mieux produire, c'est avoir un produit de meilleure conservation, de meilleure qualité. Et voilà, c'est l'idéal. Il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, de base que celle de l'agrégation. Voilà. Parce que l'agrégateur se charge de récupérer la marchandise, de l'amener dans ces zones logistiques, de la transformer si besoin est. C'est le cas par exemple pour les olives, pour la production d'huile d'olive. Nous sommes producteurs d'olives, mais nous agrégeons aussi d'autres petits agriculteurs chez qui nous allons recueillir la marchandise. Voilà. Gagan Gupta, do you want to add something to the debate? The role of aggregator is quite important in the sense I think 2-3 things typically happen when you build an agri-processing zone. So first advantage is that now the farmers are able to access the production or buyers directly.
the way to look at it is if a buyer is sitting, say, in China or sitting in India or in Vietnam, and our experience is that you have so many people handling the product. So you have somebody who's aggregating it, then somebody who's buying it, then you are putting fobbing, shipping, go to the destination market, you do clearance. So first is you lose the entire traceability most of the time. Secondly, also then you have so many people touch the product that the farmer price is really little bit reduced. But if the processing industry is closer to where the farmer is, typically you will see the farmer realization go up because you reduce some of these costs which typically now can go back to the farmer. And I think thirdly also is that farmer is able to sell his product more easily because he knows, the industry needs the product all the time. So that it becomes more easy to sell. And I think fourthly also what happens is typically one of the key challenges today, even in aggregation you face is that even though the big corporates declare a price that they want to buy at this, since the farmer does not have the ability to deliver the product, the price that he pays is dictated by the person who goes to collect. So if as a collector I go and say this is the only price I can pay, the person will have to oblige to sell if he has to sell. But if you put a better collection system whereby the industrial zones are involved in the collection system, you eliminate that price differential. So I think definitively putting processing centers near to the, where the production is helps farmer quite significantly, and they play a, significant role in the success of an industrial zone. Because there's no produce, then there's no agri-processing zone. Ikena, the connection to the FMCG is key. How do you do it? Is it difficult for you in Nigeria? Not in the commodity that we work in. Like I mentioned earlier, vegetable oil is highly demanded in Nigeria, and so the FMCGs send their trucks to pick up vegetable oil from you. They pay you before they leave, and so you're really constrained by the supply side of the market. And in creating, like Gagan was mentioning, a better customer experience or supplier experience for the farmer, right? And so when you bring processing capacity closer to farmers, you are creating a better experience for them. A lot of smallholder farmers engage in very drudgerous post-harvest handling. It looks like seeing crops along the side of the road drying. It looks like people using rocks or other rudimentary tools to remove shells or other parts of these crops. Those do not create the right feedback loop for farmers to be incentivized to go produce 10 times as much, because then they'll have to put 10 times as much on the road, right? And so we need to fundamentally change the experience for the smallholder farmer. We need smallholder farmers to specialize in production. That is their job, is to be excellent at production. And the process of adding value to those crops and getting them to the markets where they're demanded is really where I think players like all of us can come in together to make these markets work better. We are going to move to the route to market. La question de la fluidité de la chaîne de valeur pour ces zones. Là-dessus, est-ce que qui veut commencer, qui veut se lancer sur comment on améliore la fluidité? Peut-être sur la question de la distribution. Sébastien Favier, si vous voulez nous éclairer là-dessus. Route to market, on en revient aux problématiques de logistique qu'on a déjà mentionnées, donc que ce soit en amont de la production, que ce soit la production agricole ou la transformation donc de la production industrielle. Donc je crois que effectivement, d'abord répondre aux besoins des marchés que l'on vise. Donc si on parle du marché local, on en revient à des capacités de stockage post-transformation agricole pour pouvoir servir le marché pendant plusieurs mois et pas juste après les saisons. Et ensuite, à l'export, là, on est plutôt sur des durées très courtes d'exportation qui peuvent être allongées par les problématiques logistiques que l'on connaît ces dernières années, en tout cas depuis la crise du Covid, mais qui sont normalement amenées à se résorber. Donc, route to market, c'est le plus important, c'est le market, c'est le marché qui fait les routes. Le besoin crée clairement ces routes. Quand on avait échangé dans le cadre de la préparation, vous me disiez qu'il fallait investir dans les zones, mais aussi investir dans une distribution et dans une distribution moderne. C'est un peu ce que disait M. Djamali. Pour distribuer l'engrais, il y a besoin de centres de regroupement, puis ensuite de distribution. Donc c'est le dernier kilomètre. Donc la logique se retrouve ensuite, une fois le produit fini, il faut le distribuer
Donc effectivement, on doit mettre en place ces sujets-là. Donc après, si le business est suffisant, les acteurs privés peuvent le faire sans aucun souci. On voit les FMCG qui sont capables de prendre ça à leur compte sans aucun problème. L'autre point, c'est aussi les innovations qu'on peut apporter, que ce soit technologiques, énergétiques, et aussi des réactions aux difficultés qu'on a pu connaître pendant la crise du Covid-19. Sur cette question de l'innovation, Monsieur Jamali, est-ce que vous voulez partager Avec plaisir. des bonnes D'abord, recettes on parle de fluidifier la chaîne de valeur. J'entends bien, Madame Zneber, l'agrégation est importante, la transformation est importante. Mais à mon sens, le maillon le plus faible, c'est le petit fermier, qu'il faut qu'on assure son accompagnement pour réussir une productivité de qualité, pour qu'on assure un peu tout le processus par après. Alors maintenant, pour faire aussi le lien, la remarque de Sébastien, il est pertinent, dans le sens quand on dit ce dernier kilomètre ou last mile pour nous autres en tant que fournisseurs d'engrais, je vais vous donner un exemple qui fait la jonction entre le premier kilomètre pour le producteur. Et c'est un concept que nous avons développé, qui peut rentrer aussi dans le cadre de votre question, Estelle, qui est un des concepts d'innovation que nous avons déployé. C'est un modèle de farmer house. Les farmer house, ce qu'on appelle dans le jargon les one-stop shop ou les supermarchés du fermier, nous avons développé une centaine au Nigeria. C'est des structures physiques qui sont près des fermiers et qui offrent aux fermiers accès à tous les intrants, accès aussi aux pratiques agricoles. Parce que l'exemple du Nigeria, et dans la salle, le MD, OCP Nigeria aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé une centaine d'agri-promoteurs en parfaite collaboration entre l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc et Aboubakar Tafawa Balewa University in Bauchi State. On a formé ces centaines d'agri-promoteurs parce que OCP Africa a investi dans le CAPEX de ces farmer house et dans l'OPEX. Et l'idée, c'est encourager et booster ces jeunes à développer leur autonomie, qui vont gérer et qui vont faire un peu la liaison aussi entre ces farmer house qui sont physiques et tous les petits fermiers dans des zones reculées que nous n'arrivons pas malheureusement à atteindre. Et c'est un modèle parce que, pourquoi je fais la jonction, Sébastien, parce que ces farmer house, on offre à travers ce concept aussi un espace où les petits fermiers peuvent entreposer leurs récoltes en attendant de les connecter aux agrégateurs ou aux acteurs en avant de la chaîne. Alors maintenant, je rajouterai un élément important, puisqu'on parle d'innovation. Nous avons développé aussi des plateformes digitales, parce qu'on a aussi fait le constat du rôle du digital pour fluidifier cette chaîne de valeur. Et on a fait le constat pendant le Covid. Je crois que cette période, c'était incroyable. On réalisait que les fermiers utilisaient leur téléphone pour se renseigner sur les prix des intrants, sur les conseils pour utiliser tel ou tel intrant, sur les conseils pour faire face à telle ou telle maladie. Et c'est pourquoi on a développé une application qui s'appelle Udango, qui permet de connecter tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les distributeurs, les agents d'extension, de vulgarisation, les fermiers, qui peuvent accéder à l'information en temps réel. Ikena, do you want to add something on that? Yeah, I completely agree with you. I'm just catching up a little bit later. Yeah, I think the market for last mile is really interesting. I think we have to continue to incentivize this virtuous loop with smallholder farmers of you produce, you're able to gain access to market, the means to produce more are available, and you kind of run the process again and again and again. And I think it's also important, even for processors, to look for ways to incentivize their farmers to become better producers. So whether it's like maybe keeping 5% of the revenue that you would have paid the farmer so that you can procure inputs at scale in that kind of like one-shop farmer store or something like that. But we have to continue to incentivize the right virtuous loop to get these smallholder farmers to continue to increase their yields. It's very clear where the yields are and where the yields can be and should be. And so as actors in this system, we need to continue to push that flywheel to move farmers from where they are today to where they ought to be and can be. And regarding to how the technology can reduce the cost of logistics, do you want to share something on that topic? Yeah, definitely. I mean, I would even say our business technology is, in a sense, it's not even what's decreasing the cost. It's literally just
choosing the right location to do the processing, right? So instead of taking a crop for which 90% of its weight is water or waste and transporting it 300 kilometers, Africa is the most nascent infrastructure, so that means that our logistics costs are the highest. It does not make sense to move raw, heavy, perishable crops hundreds of kilometers to factories. Because at the factory cares about the landed cost of that commodity, the price that you pay the farmer plus the price that you pay the trucker who brings it to you. And so you need to move processing closer to those smallholder farmers so that farmers can capture more of the value for their crop, less of it goes to logistics and emissions. And then the virtuous loop is there because the processor is now in the locality of the farmer and can incentivize things like access to better inputs, fertilizer, et cetera. So our technology is patented. It does get the highest extraction rates. But I would say that our insight at large as a company is that by reducing these logistics costs and this perishability issue, you can create a lot of the value that these value chains require. Madame Zniber, est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Moi, je voudrais dire que, en fait, toutes ces dispositions, sans l'exprimer réellement, font référence aux intermédiaires qu'il faut absolument écarter. Parce que les intermédiaires dans l'agriculture jouent un rôle extrêmement néfaste. Ce sont eux, ils gagnent plus que les agriculteurs, et ils gagnent plus que les revendeurs. Donc je pense que se rapprocher des petits agriculteurs, mettre en place ces centres-là, je pense que c'est vraiment l'idéal pour parler d'inclusion. Gagan, do you want to add something on that? I think route to market from two perspectives. One is from exports cross perspective. The produce which you are looking to export. I think there's not much competition because the advantage Africa has that it has the raw produce. And today, all this raw produce goes to Vietnam or Asia and comes back to US and Europe. So just by ensuring you process here, you save significant amount of carbon, you save significant amount of transport costs. So that, I think, is a clear advantage. But when you look at import replacement crops or when you're processing a domestic market, how do you manage subsidies? Because, for example, if you're looking at, say, poultry value chain, it's coming so subsidized from Europe or from US. How do you really ensure that the local producers are competitive? So you need to sort out through policy framework, as he was saying, that in Nigeria they have banned export of oil. So what frameworks government can put to ensure that local industry survives? Otherwise, it'll be very difficult for local industry to compete. I think third thing, very important, in long term, we need to think, how will we get farmers to own some of these production facilities? Otherwise, farmers will continue to get very small portion of that value. Because the value creation happens when you process the product. So how can you get farmers to own value? So for example, we are doing in Togo, we are putting a soya processing plant that's partly owned by farmers. And we're putting a mechanism that the farmers can own the soya processing plant in 5-7 years' time. So they start owning the real value because I think farmers miss the real value part. I think we need to holistically look at these things and then definitively, today it's not a problem to sell the produce because there's a demand. And when Africa is processing itself, it's not creating a new market because the market is anyways there. Ok. Une des questions clés, c'est aussi la question de l'énergie, l'accès à l'énergie. Est-ce que là-dessus, quelqu'un veut prendre la parole? Gagan, do you want to go ahead on this question? And after, if someone wants to add something? I think sure. So energy is a key, depending on the produce, energy is a key component. For example, if you're looking to transform cotton into textile, energy is going to be a key component. How do you compete with, say, a Bangladesh, Vietnam, China in terms of energy cost? At the same time, so typically the other advantage is that most of the development in the rest of the world where they're transforming is happened using non-clean energy. So there can be a good opportunity to actually transform in Africa using clean energy. So like we are doing in our agro-processing parks in Benin, Togo, it's all going to be powered by solar, so that you can ensure that transformation is, clean and energy is competitive. So I think that's very important. At the same time, another thing that when you build these agro-processing zones, what you can also do is all the waste today that is dispersed in multiple locations, you can convert waste to energy. Imagine you have 10 processing unit location in 10 different places. You can't do waste to energy. But if you start creating these agro-processing poles, then there's enough waste to convert it to energy, which can then feed back into this. So it becomes a little bit of circular also.
Hikena, do you want to add something on that? Yeah, I think there's huge potential in biomass electrification, and I think that it's a key area in which Africa needs to take a more active role in the research and development, because we have the agricultural waste, we have great biomass that is small in size, high in energy, uniform, and so when we can bring down the capex, which is what you're talking about effectively, right? If you bring down the capex for biomass electrification, you can be more energy competitive than these other firms that are operating off of gas or diesel or other things. So, yeah, just wanted to piggyback off of that. Monsieur Jamali, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, un sujet peut-être sur lequel on n'a pas trop insisté, l'énergie, certes, il y a le capital humain. Et il faut qu'on s'assure aussi, dans ces projets d'agribusiness que nous sommes en train de déployer en Afrique, qu'on s'assure de former les ressources humaines hautement qualifiées pour ce faire. Et ça, je salue l'initiative de la primature ivoirienne, que je salue cette tribune. Et c'est un projet que nous déployons entre OCP et la primature pour la mise en place d'une Digital Farming School. C'est une école de formation d'une centaine d'Ivoiriens qui va voir le jour bientôt et qui est le sujet principal, c'est l'agritech. L'agritech avec deux approches pédagogiques innovantes. La première, c'est le peer learning, s'assurer que les étudiants ou les élèves apprennent entre eux. Et le learning by farming, s'assurer un peu que les jeunes apprennent sur le tas, parce que l'école que nous déployons à Yamoussoukro en partenariat avec l'INPHB, elle est adossée à une ferme expérimentale que OCP Africa est en train de développer sur une centaine d'hectares. Et ça, je voulais juste brièvement revenir sur le rôle du capital humain pour assurer tout ce développement des projets que nous sommes en train de lancer. Sébastien Favier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'un des aspects qu'on vient de mentionner ou une réaction? Non, je crois que Gagan et Hikena ont bien résumé l'importance de l'énergie. Donc effectivement, l'avantage des plateformes, c'est d'être centralisé, et donc cela permet une industrialisation à meilleur coût en termes de compétitivité. Après, Gagan aussi a mis le doigt sur un point important, c'est la compétitivité au-delà du coût de production. J'ai pas d'exemple d'économie qui a réussi à se développer sans, à un moment, mettre un minimum de régulation pour protéger sa propre économie. Les pays africains ne pourront pas se développer industriellement sans, on va dire, rattraper la compétitivité, qu'elle soit fiscale ou autre, hein, mais qui permettent d'être avec des coûts de production compétitifs sur le marché mondial. L'exemple du riz est l'un des plus probants sur les dernières années. Il y a eu des succès. Le Sénégal a montré qu'on pouvait avoir une production de riz locale qui répond aux besoins locaux, mais il y a un moment, il faut mettre des barrières d'une manière ou d'une autre pour que le local puisse se développer. Ensuite, sur les coûts de production, donc l'énergie, on en a parlé, il y en a un qu'il ne faut pas oublier et qui va être un véritable enjeu dans les années à venir, c'est l'eau. La production agricole a aussi besoin de beaucoup d'eau, que ce soit en amont dans la production ou dans la transformation. Et là aussi, on se demandait ce que pouvaient faire les États pour aider sur ces sujets-là. L'eau, ça va être aussi un énorme enjeu à régler. Une meilleure gestion de l'eau sur tous les maillons de la chaîne. Vous voulez intervenir? J'allais vous solliciter. Moi, si vous permettez, sur ces zones qui sont à créer ou qui sont déjà créées, telles que les agropoles, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des unités de gestion des déchets. Parce que l'agriculture génère aussi beaucoup de déchets, et toutes ces unités de transformation vont avoir des déchets. Et il y a plusieurs manières de les gérer, que ce soit en transformation de produits, en énergie, beaucoup de choses. Ce sont des choses qui ne sont pas pensées et qui ont besoin de l'être. Qui doit faire ça principalement? Le privé, le public? Moi, je pense que c'est le public. Et Madame Zinberg, je voulais aussi peut-être vous faire réagir sur la question. On a parlé de la protection des productions locales africaines, donc par des barrières des protections douanières. Est-ce que on avait parlé aussi de la relation avec quand on veut exporter, avec les barrières douanières qui peuvent être imposées à des produits. Là-dessus,
Comment est-ce qu'on résout ce problème-là ou qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour réussir à l'avenir ? En ce qui nous concerne, je vais parler du Maroc. Les barrières douanières sont tombées avec l'Europe, ce qui nous rend absolument pas compétitifs pour d'innombrables produits et qui inondent notre marché alors que nous les produisons. Donc voilà, il faudrait un petit peu plus d'éthique au niveau des dispositions qui sont prises par la communauté européenne pour permettre à l'Afrique d'avancer et de compter sur sa production et d'améliorer les revenus des petits agriculteurs en particulier. Parce que nous recevons bien sûr des aides, mais nous n'en recevons pas autant que celles reçues par les agriculteurs de l'Union européenne. Qu'elles soient ouvertes ou cachées, qu'elles soient en amont ou en aval. Gagan Gupta, do you want to add something on that? I think one thing is clearly whatever we are producing within the African continent, so we have to keep 2-3 things in mind. First, what will differentiate it? So what can be a differentiating factor? Can traceability, legality, can carbon neutrality be a big differentiator? And we start positioning around it. So I think that's very important that as most of these zones develop or these poles develop, they clearly find the differentiating factor. I think second very important part of it is that you need to also build quality testing and product certification centers. Because most of the time you have to send samples to Europe, you have to send samples to India to get tested, and they're 10 times more the cost and the delay. So you also need to start thinking how do you integrate that kind of framework within these agro-processing poles so that you keep your cost very effective. I think, and they're good examples. I think what she has raised is a very valid point. They're good examples of countries that have done very well in terms of ensuring there's some time for the local industries to catch up in terms of competitivity. Because a chicken and egg story, if you want to, for example, produce local poultry, and you're constantly getting very cheap products from Europe, Brazil, and US, you will never be able to develop. So you need to have some kind of, that 4 or 5 years of learning curve where you protect the domestic industry and then the domestic industry then becomes competitive. But that'll be very much required, otherwise very difficult to develop some of the domestic industries. Kenna, do you want to add something on that? Very, very small. I think that's what is at the heart of economic sovereignty, right? Is the ability to say, hey, this is an industry where we have the potential to have a competitive advantage. We're going to protect that industry and make sure that it's able to develop. Every developed country has done this. It has precedent. It makes sense for Africa too. Pour une dernière question qu'on n'a pas encore abordée, c'est l'échelon. Toutes ces questions-là, ces zones sont développées dans des pays. Mais on se rend compte sur les questions agricoles qu'on a du mal à avoir qu'une approche nationale. Alors, je voulais aussi avoir là-dessus, dans la perspective de développer de telles zones, comment il faut les penser? Purement nationales, régionales, continentales? À votre avis, sur cette question de l'échelon, comment faut-il se positionner? Monsieur Jamali, est-ce que vous voulez y aller? Pourquoi pas? Écoutez, moi, à mon sens, d'abord, les échanges qu'on a avec nos partenaires locaux, d'abord, il y a une volonté d'assurer, first, des besoins locaux. Ça veut dire qu'à mon sens, les plateformes, ces agropoles doivent aussi répondre à un besoin local pour réduire un peu l'importation que subit beaucoup de pays africains. Et par la suite, l'enjeu capital pour amortir ce coût énorme dans ces agropoles, c'est de pouvoir les connecter aux chaînes de valeur mondiale. Et ils vont jouer un rôle régional à moyen terme, mais l'objectif doit rester pour les connecter aux chaînes de valeur mondiale, pour les exportations. Madame Zniber, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Moi, je pense qu'il faudrait que nous ayons, sinon, une chaîne logistique nationale, mais en tout cas une chaîne logistique régionale qui nous permette, et je pense en particulier à l'Afrique, de rester en maîtrise des problèmes qui, par exemple, ont pu se poser pendant cette pandémie et post-pandémie avec la crise de l'Ukraine. Voilà. Sébastien Favier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? En la matière, je crois qu'il faut
penser aux poupées gigognes, d'abord répondre au local et ensuite effectivement ça peut avoir un impact régional. On est à Abidjan, on est au sein d'une zone qui est fortement intégrée d'un point de vue régional. C'est un avantage compétitif, même si tout n'est pas encore parfait. Donc les zones constituées comme celle-là, il y a la C2AO, il y a la CEMAC, il y a l'East African Community, enfin bref, il y a des grands blocs régionaux, ils auraient tort de se priver de cet avantage. Donc bien entendu, d'abord répondre aux problématiques locales, mais avec toujours une vision régionale dès le départ des investissements. On en revient quand même en plus à la rentabilité des investissements lorsque l'on parle de la transformation agricole. C'est difficile d'être rentable rapidement si on est sur un petit marché. Ce n'est pas le cas du Nigeria, on en revient toujours à la spécificité de ce mastodonte économique. Ikena, do you want to comment on that? And how do you see the scale, national, regional? How do you and how planning to expand? Yeah, I think things happen when people are incentivized, and I think today the incentivization for regionalization still needs to be developed. I think the free trade agreement is a step in that direction because it's, at least in my opinion, and I'm on the younger end, but it's the first like policy framework that I feel like the general citizens are speaking about. I think that you need to see a stronger demand from citizens of Africa to call for regionalization from their governments, and then you will see that flow into the way in which those governments talk about, maybe during the election process, what their objectives are for ECOWAS as a whole, right? Like you don't see that as a part of a politician's political platform very often, like what his or her plan is for ECOWAS. And so I think regionalization will occur when there is more real demand for it, and I do think that a good bit of it needs to be bottoms up for it to ultimately occur, because right now, regionalization is going to come with pros and cons, right? There are probably crops that you are not competitive in, that your neighbor is competitive in, and if you allow a more regionalized or free trade agreement, you're going to lose in the short term, right? And so there needs to be a stronger level of leadership and interest in making that short-term loss to create a longer-term economy and a regional economy. And I think that there's more work to be done there. Gagan Gupta, do you want to add something? When it comes to, I think I agree with him, there's to be a short-term, long-term approach. But definitively, when it comes to all the export products, you have to think regional approach. Because, for example, when we think, for example, say cashew processing, we look at all the countries processing cashew and say, how can all these countries in 3 years' time ensure everything is produced here? And I'll explain why. If you look at Vietnam, so Vietnam buys cashew from one part of Africa for 2 months, the next part of Africa for 2 months. So they buy throughout the season. But imagine if a country like Benin says, we'll transform and just buy from our own transformation, it means they need to stock for 12 months. So they are going to have very differential capital requirement. But if the countries start talking to each other, then some season they can process their own, and excess can go to another country for processing. During the other country's season, it can come back. So you start actually just behaving like how the world behaves. So I think regional is very important. Secondly, also, if you don't do regional, then you will also have some countries, still exporting raw, some countries not exporting raw. Thirdly, when you do regional, you can also build poles of excellence. A simple example, when our customers were trying to order machines in Vietnam for cashew, a lot of manufacturers told that unofficially they've been told not to export machines to Africa. Yes, because they believe that's a big industry in Vietnam, and they gave 2 or 3 year deadlines to actually supply machines. So what we had to do is we said, okay, in our regional approach, Ivory Coast can be the place where cashew processing machines can be manufactured. So you need to start going regional approach, which allows you to also make it more competitive. Lastly, you can build poles of excellence. For example, we are doing cotton processing, Togo, Benin, Chad. We said all the ancillary things like your buttons, jips will be manufactured in Benin. All the chemicals can be manufactured in Togo. So you start thinking more, pole centers also for excellence. And this is what, we don't need to reinvent the wheel. If you go to China, there's one village that produces all the artificial hairs. They're not 20 different places. You go to buttons, there's one village that produces all the buttons. So you need to start thinking such poles of excellence.
that you can create that. So I think regional approach is very important. Thank you very much. Merci beaucoup. Il est temps qu'on prenne quelques questions dans la salle, s'il y en a. Je vois qu'il y en a. Pour que ça soit possible, il faut qu'on vous prenne quelques micros. Il faut, voilà. Et je vais demander aux speakers de bien vouloir partager les micros entre vous. Il y avait un monsieur ici qui avait demandé, il y a un monsieur là-bas, le monsieur qui est au premier rang. Voilà. Et je vais vous passer mon micro. Allez-y, monsieur. Merci. Ali, the Chad Industries. So I'll probably put my question in English. So thank you very much, because this is a very exciting discussion. We are all fired up. And I understand, the challenges. It's a multiple variable equation. We've spoken of investment policy, energy, logistics. I think my question is probably directed to OCP CEO. Is what are the OCP is a very successful company in Africa, and what are the key takeaways that today we need to consider in order to decouple this type of solutions with government investment agencies in Africa, so we can further increase and seize and ensure food security. Give my answer in French. Brièvement, en fait, je crois que j'ai insisté sur cette approche. Alors, je crois que j'ai assez insisté sur cette approche de travail en parfaite intelligence avec l'écosystème et les écosystèmes locaux. L'idée de mettre le fermier et le petit fermier, on le sait en Afrique, la majorité c'est des petits fermiers disposant d'un demi-hectare en moyenne. L'idée de les mettre au cœur de cet écosystème et de s'assurer qu'on puisse apporter tous les services et les produits. L'idée, j'ai commencé par insister beaucoup sur les produits qu'on doit être en mesure d'offrir aux fermiers africains, des produits en termes d'engrais et de semences adaptées à leur culture, à leur sol. On a toujours cité un exemple concret en Éthiopie. En Éthiopie, on a travaillé main dans la main avec le gouvernement éthiopien et avec des ONG comme Bill Melinda Gates, et on a pu cartographier des sols qui nous ont menés vers la proposition de formules adaptées au sol acide éthiopien. Et ça a permis au gouvernement éthiopien de switcher d'une consommation d'un produit DAP à un produit de spécialité qui est NPS ou NPSB, qui est beaucoup moins cher que le produit de base. Et c'est ça un peu l'idée, d'accompagner le consommateur africain à consommer le bon engrais qui est adapté, et pas que pour l'engrais. Ça va sur tous les intrants. Mais le point le plus important, s'assurer que les fermiers puissent, à mon sens, disposer des bonnes pratiques agricoles, qu'on doit les accompagner pour qu'ils puissent un peu s'assurer de cette productivité, cette qualité de la production, et bien entendu par après, cette transformation qu'on fait à travers tous ces écosystèmes qu'on développe, comme on a entendu dans les réponses, des approches hybrides un peu entre les besoins de la région spécifique ou les besoins en fonction de la filière pour d'autres structures. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y avait une autre question, le monsieur au fond, voilà, qui lève la main. Bonjour. Grégory Krief, MSC, Togo. Vous avez beaucoup parlé de la chaîne logistique, justement, et puis de l'importance de l'État dans le fonctionnement. On en parlait hier, justement, dans un forum sur les infrastructures, et je pense que c'est important qu'on précise toute l'importance, justement, du développement en parallèle des projets agriculture ou agricoles de manière générale, avec cette question de route, puisqu'en général, en fait, on fait des gros investissements sur ces plateformes. Vous parliez du premier miles ou dernier miles, mais on ne parle jamais de la qualité de ce miles et de la difficulté de l'atteindre. Et donc forcément, on pensait justement que les grands lenders ou le World Bank ou AFC ou ce type d'institutions qui des fois participent aussi au PPP avec les États puissent aussi en parallèle prendre en compte la logistique et le développement de ces routes. On prenait l'exemple du port de Lagos. Vous allez avoir des développements massifs à Lekki et vous avez une route simple sur laquelle va passer 2000 ou 3000 camions. Donc dans le cadre, par exemple, au Togo, il y a des développements qui ont été faits juste à côté de la plateforme de PIA, mais par contre, à l'intérieur, pour que les fermiers puissent se déplacer, comme vous dites, ou les gens qui sont dans l'agriculture,
de voir sur un plan à long terme, d'avoir un développement routier pour permettre justement de faciliter le développement et donc de réduire les coûts logistiques. Et je pense que c'est important que ce parallélisme soit fait quand un projet est fait, que les institutions et les États soient soutenus pour partager et financer justement toute cette question de développement logistique routier. On le voit beaucoup autour des ports, autour des plateformes, et donc je pense que c'est important dans ce domaine-là. Voilà, c'était ma question contribution. Merci beaucoup. Est-ce que Sébastien Favier, vous voulez interagir là-dessus? Et on passe mon micro. Oui, je crois qu'on a abordé le point tout à l'heure, quand on se posait la question de savoir ce que pouvaient faire les pouvoirs publics. C'est effectivement la quantité et la qualité du dernier mile ou premier mile. Donc on est en plein dedans. Les plateformes, c'est un nouveau maillon dans une chaîne. Les plateformes portuaires sont modernisées depuis près d'une vingtaine d'années en Afrique, donc elles peuvent répondre, à mon avis, encore pendant plusieurs années aux besoins à l'import et à l'export des pays africains. On en revient à ce qu'on dit, effectivement. Maintenant, il faut continuer dans l'infrastructure logistique, donc des routes, des moyens de stockage, et ensuite, bien entendu, là aussi, on parlait de la gestion des déchets, la gestion de l'énergie. Ça aussi, c'est plutôt du domaine du public. Gagan, Gupta, do you want to add something regarding to the question and the case of Togo, maybe? No, I think he's absolutely right. You need to build the last mile access, and that's very much part to ensure that the producer is able to bring. So I think, as he rightly added, that's something that's required. Ok, merci beaucoup. Une autre question, oui, il y a un monsieur ici juste en face de moi, et il y a une dame sur la gauche aussi. Ok, on va prendre ces deux-là. Après, je crois que ce sera terminé. Merci, je suis Massobe Touré, PDG du groupe CITA. Et le groupe CITA est une société de traitement d'anacarde en Côte d'Ivoire et qui fait également le riz. Je voulais féliciter les panélistes parce qu'à les entendre, nous savons que ce sont des sachants. Mais je voulais rebondir un peu sur l'exemple que M. Djamali a posé. Je pense qu'on se regarde, il comprend très bien, parce que nous avons fait le même projet avec OCP cette année, qui reprend tous les aspects en fait dont on vient de parler. Parce que nous avons fait la cartographie, mais ici en Côte d'Ivoire, nous avons appelé les zones comme leaders de pôle. Donc chaque région a un leader de pôle qui s'occupe de la transformation, depuis la production jusqu'à la transformation. Et nous avons fait un test l'année dernière avec 1500 hectares de riz avec les producteurs que nous avons encadrés et gérer la mécanisation, gérer l'eau, gérer les intrants jusqu'à la transformation. Et aujourd'hui, ce riz est vendu sur le marché ivoirien et prêt à la consommation avec une qualité meilleure qui est appréciée par les consommateurs. Donc, c'est le lieu de dire que ce dont on parle, on a besoin immédiatement d'un partenariat, d'un PPP pour que chacune des parties puisse jouer sa partition. Que les partenaires au développement puissent venir en aide avec l'apport de l'eau pour permettre aux opérateurs de pouvoir produire abondamment pour le bonheur de la population. C'est juste une question, mais une non-contribution. Tellement en travaillant avec vous, on s'enrichit mutuellement, on est vraiment ouvert à consolider davantage ce partenariat et de faire la différence sur le terrain et d'arriver à produire ensemble. Et j'étais fier de raconter ce qu'on a pu réaliser ici, même au Maroc et ailleurs. Et ça c'est une joie énorme parce qu'aujourd'hui, avec vous, main dans la main, on souhaite produire un produit de qualité qui intéresse les Ivoiriens, mais éventuellement demain qu'on puisse le connecter aux chaînes de valeur mondiale et qu'on puisse l'exporter pour qu'il soit et qu'on puisse réduire un peu les importations de riz depuis l'Asie ou d'autres pays. Merci madame, merci. Donc on prend une dernière question. Alors, il y avait ce monsieur en blanc qui s'était manifesté dès le début, qui n'est pas donné la parole. S'il vous plaît de la garder assez courte parce que on est dans le timing et il faut s'y tenir.
Je vous remercie à tous dans la salle pour votre attention et surtout un très grand merci à nos 5 intervenants. C'était vraiment très intéressant. Merci à vous.